Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour la deuxième séance de la 19e édition de Cité Philo. Séance que nous avons intitulée « L'étranger et la République, une histoire, une actualité ». Cette séance s'inscrit dans une longue séquence de Cité Philo au cours de laquelle vont être examinés les événements des 7 et 11 janvier 2015. Et cette séquence, nous l'avons intitulée « Comprendre ». C'est une séquence à laquelle nous ne consacrons pas moins de 13 séances. Je ne vais pas vous énumérer toutes les séances ici. Je pense que le programme vous permettra de vous y retrouver. Toujours est-il que le réveil brutal auquel nous avons été exposés les 7 et 9 janvier, puis le sursaut du 11 janvier, nous contraignent à comprendre ce qui nous arrive. Ne pas se laisser emporter par la tentation du mépris, ni par la peur d'une confrontation d'identités mutuellement exclusives, mais comprendre en assignant à ce verbe la charge de libération que lui donnait Spinoza, ni mépriser, ni admirer, ni se plaindre, comprendre. Le réel de cette actualité est bien ce à quoi nous ne nous attendions pas, même si nous croyons savoir que cela peut exister ailleurs, au Moyen-Orient, ou dans les cités marginalisées, voire dans les prisons. Ce sont les notions même de laïcité, de pluralité, de dialogue qui sont mises à l'épreuve. Comment interpréter les émotions et la mobilisation du 11 janvier, que cache et révèle à la fois l'ampleur du rassemblement et son unanimisme parfois naïf. Les polémiques, on le sait, ont surgi dès le lendemain, mais les polémiques ont pour point commun de tout ramener à une présentation binaire, stéréotypée, d'une complexité. Comment dire cette complexité ? L'approche choisie par Cité Philo est d'interroger ce qui ne saurait être contenu dans des grilles de lecture toutes prêtes. Des événements tels que ceux de ce début d'année convoquent et sollicitent des lectures plurielles qui choisissent d'interroger ces notions qu'on appelle trop facilement des valeurs et qui sont de fait des étendards, voire des fétiches censés nous rassembler. Qui est ce nous ? Qui sont ceux qu'on appelle barbares ? Que recouvre le mot unique de terrorisme, mais aussi islamisme, intégrisme, sans compter l'usage immodéré des notions supposées familières de laïcité, de fraternité, voire de république. Notions souvent martelées par, vous le savez, les moins républicains, les moins laïques et les moins fraternels. Donc, 13 séances et la séance suivante se tiendra le mercredi 11 novembre à la FNAC avec Jean Bobéro pour son livre « Les 7 laïcités françaises ». 7 laïcités françaises. Ah, tiens, il n'y en a pas qu'une. Avec lui, nous prendrons acte du fait qu'il n'existe pas un modèle de laïcité, fût-elle qualifiée de laïcité à la française, mais que dès le moment fondateur que fut le vote de la loi de séparation de 1905, plusieurs conceptions de la laïcité se sont affrontées. Ces conceptions ont pu évoluer, mais aujourd'hui encore, elles demeurent actives. Sophie Vanish, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez sur le rôle des émotions dans la construction des liens sociaux et des représentations sociales. Et vous effectuez de nombreux allers-retours entre passé et présent. Vous récusez d'ailleurs la séparation entre émotion et discours rationnel. Pour vous, il ne s'agit pas de deux sphères distinctes de la vie sociale. Vous scrutez leur unité, leur relation, voire leur fusion. Vous vous efforcez de comprendre comment les déterminations sociales et historiques lisibles dans les émotions sont à l'œuvre dans des processus de subjectivation et partant dans les décisions prises par les différents acteurs
en action. Votre démarche s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire qui convoque à la fois l'histoire du politique, l'analyse politique de la souveraineté en actes, la place de la violence, l'anthropologie des rituels, de la vengeance et du sacré. Vous avez investi ces problématiques dans différents objets de recherche dont nous constatons cependant qu'ils entretiennent les uns avec les autres une certaine proximité. Vous avez travaillé notamment sur une histoire politique du moment 1792, le rôle de l'art politique aujourd'hui, les musées d'histoire des guerres du XXe siècle, l'histoire politique de la notion d'amnistie et enfin, plus près de nous, le rôle des émotions dans la transmission des valeurs démocratiques dans la période révolutionnaire, mais aussi sur le temps présent. C'est votre capacité à aller aux sources de notre République et à revenir vers le temps présent qui a motivé notre invitation aujourd'hui. Vous êtes au travail depuis près de 25 ans et vous avez publié de nombreux ouvrages ayant trait à la Révolution française. Citons quelques-uns d'entre eux, L'impossible citoyen, L'étranger dans le discours de la Révolution française, dont il va être question ce soir, La liberté ou la mort, essai sur la terreur et le terrorisme, La longue patience du peuple, 1792, naissance de la République, Les émotions, la Révolution française et le présent, La Révolution française, un événement de la raison sensible. Voilà, la liste est longue, vous pouvez la trouver sur votre blog. Le site de mon laboratoire. Mais la Révolution française n'est pas votre seul terrain de recherche, même si c'est le principal. Nous constatons avec vous, dans un entretien que vous avez tout récemment donné à Libération, que la Révolution a disparu du champ politique, mais qu'elle semble revenir en force dans les domaines de l'art. Des romanciers, des cinéastes convoquent cette période dans des fictions. De quoi, selon vous, cette mode est-elle le symptôme ou le signe? Ce sera ma première question. L'impossible citoyen, l'étranger dans le discours de la Révolution française, est en quelque sorte le point de départ de votre travail de chercheur. Il est publié en 1997 et dans une postface à la réédition de ce livre en 2010, vous exposez ce qui fait mieux comprendre la singularité de votre travail d'historienne, anthropologue, philosophe. Vous êtes une historienne qui lisait les philosophes. Un travail placé sous au moins deux exigences paradoxales pour qui veut faire œuvre de science, l'anachronisme et les émotions. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre intérêt pour une certaine forme d'anachronisme? En quoi l'histoire de la Révolution française peut-elle éclairer certains enjeux d'aujourd'hui? En quoi l'attention portée aux émotions et à la subjectivité en général instruit-elle autant les citoyens que nous souhaitons être que l'attention portée à l'exactitude des faits? Enfin, puisque nous sommes ce soir devant la figure de l'étranger, que des vagues de migrants se déversent sur les côtes européennes, pays européens souvent à l'origine des désordres qui produisent exodes et guerres civiles, que de nombreux philosophes se sont exprimés à ce sujet, les uns pour se référer et exiger le respect de principes universaux et cosmopolitiques, secours, droit d'asile, hospitalité. On pense à Habermas, Balibar, Tassin, Badiou ou Crépon. Les autres appelés conséquentialistes pour réclamer le droit de choisir entre le peuple qui souffre et les étrangers, s'insurger contre le romantisme de l'autre, défendre l'Europe chrétienne ou les frontières, soutenir que chaque communauté a le droit de choisir qui elle veut accueillir, préférer aider les migrants à distance. Et là, on pense à Onfray, Finkielkraut, Debré, Walser ou Singer. En quoi ce présent si chaotique, si inquiétant, que je décris ici très schématiquement, interpelle-t-il votre travail d'investigation sur le passé de la Révolution française
en quoi l'historienne que vous êtes peut-elle se présenter devant cette même révolution comme une porte-parole du présent? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de venir à Cité Philo et de venir sur cet objet qui est pour moi un objet premier dans ma recherche. Je vais essayer de répondre peut-être dans l'ordre un peu rapidement. C'est mieux ça. C'est plus la mieux. Ouais, c'est mieux. D'abord, sur pourquoi l'objet révolution est redevenu un objet pensé par les pratiques artistiques en général, et pas uniquement le théâtre, mais aussi effectivement la littérature et le cinéma. Et sans doute d'autres champs aussi, comme la musique. Il se trouve que j'ai évidemment pas de réponse absolue, j'ai juste des possibilités de comparer, et ça sera une manière de dire la manière dont je peux procéder. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la sensation qu'on est arrivé au bout d'un chemin et qu'il y a nécessité de se ressourcer pour réinventer un monde autre, voire tout autre, dans l'expression de Miguel Alonso quand il parle de l'utopie. Donc ce monde tout autre, il est difficile à imaginer sans aller revisiter d'autres lieux. Et il se trouve que les révolutions du printemps arabe ont autorisé à donner plus d'ampleur à un usage neuf du mot révolution qui avait été extrêmement récusé en doute, aussi bien par le côté droit que par le côté gauche de l'ensemble du champ politique. Et je dirais du champ politique au sens très large, c'est-à-dire pas au sens du champ politicien, mais des sensibilités politiques. C'était très difficile de se dire intéressé, voire révolutionnaire. Donc on ne se dit pas révolutionnaire, mais on peut à nouveau être intéressé par la révolution. Et si on est intéressé par la révolution, alors une des manières de pouvoir y aller voir, c'est de la rendre à nouveau sensible. Parce que comme objet savant, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que ça a été un peu épuisé par le bicentenaire, et épuisé d'une manière qui n'est pas facile à réouvrir, parce que c'était quand même plutôt un enterrement. Voilà, le bicentenaire a un peu enterré la révolution. Donc il faut beaucoup d'énergie, d'ardeur et de désir pour la réveiller. Et je crois que ça se passe du côté artistique pour ces raisons-là, et aussi parce que le lieu de l'art a toujours été le lieu qui permet à un peuple de se familiariser, d'acclimater, d'incorporer des idées nouvelles pour lui. Et il se trouve que la Révolution française a tellement été bien enterrée que, paradoxalement, c'est une chance, parce que c'est réellement neuf. Les gens ne connaissent plus du tout la Révolution française. Et du coup, on leur parle de quelque chose de neuf et pas d'une ritournelle telle qu'elle pouvait exister dans les années 50, les années 60 et même les années 70. Donc il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la ritournelle et qu'on peut aller revisiter autrement. Et je trouve que ça ressemble à ce qu'une grande historienne américaine qui s'appelle Lynn Hunt, qui est historienne donc de la période révolutionnaire et pré-révolutionnaire, et qui explique que le succès du discours sur les droits de l'homme est un succès qui est lié au fait qu'on a beaucoup lu une littérature qui a acclimaté à ces droits de l'homme. La Nouvelle Héloïse, Pamela, et qu'on a incorporé par des pratiques sensibles, y compris en versant des torrents de larmes, dit-elle, en lisant, mais aussi en allant au théâtre, en vivant une expérience collective, en participant à des sociétés de pensée, toutes sortes de choses qui effectivement ont lieu en ce moment. Ce qui ne veut pas dire que, ipso facto, nous serions en pré-révolution. Mais en tout cas, il y a une tendance, une volonté de pouvoir acclimater, de pouvoir incorporer à nouveau, par les pratiques artistiques, et donc par le sensible, cet objet, et de pouvoir du coup avoir envie de le revisiter. C'est fait d'une manière assez intense quand même par les personnes qui prennent cette décision, que ce soit au cinéma, sauf que j'ai travaillé un petit peu avec Pierre Scheurer, j'ai travaillé avec Marcel Lauzonnet, je travaille avec différentes personnes. Quand ils s'y mettent, il y a quelque chose de foisonnant et un désir de savoir qui émerge, qui est très intense. Donc il y a quelque chose effectivement qui est du bon côté de l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anachronisme et quel usage on peut faire de l'anachronisme? Je dirais que c'est un peu ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène présent qui intrigue ou qui
provoque des émotions. Ça peut être la fameuse indignation, ça peut être la colère, ça peut être toutes sortes d'émotions, ou simplement une intrigue, c'est-à-dire la passion calme des Écossais du XVIIIe, mais qui est quand même une passion. La raison est une passion chez les Écossais. Et donc, à partir de cette intrigue et de ce questionnement du présent, eh bien, la possibilité d'ouvrir ce que moi j'appellerais un laboratoire situation sur le passé. J'appelle pas ça toute seule. Il y a des précédents chez les historiens, très, très loin, relativement loin plutôt. Henri René-Maroux, mais beaucoup plus proche de nous, Marc Bloch, et encore plus proche de nous, Nicole Laurent. Donc c'est l'idée que le travail de l'historien, c'est de partir du présent, puis d'ouvrir par un travail régressif un laboratoire dans le passé, et d'utiliser ce laboratoire pour poser des questions d'une manière différente, pour pouvoir déplacer le regard. Et ouvrir ce laboratoire, là pour le coup, en étant très rigoureux sur le plan historique, c'est-à-dire en ne projetant pas les situations du présent, mais en étant capable de partir de ces questions du présent pour interroger le passé et du coup revenir ensuite vers le présent en posant les questions différemment. Donc la logique, c'est une logique d'analogie, mais d'une analogie qui serait contrôlée par une manière de savoir-y-faire avec l'historicisme et de savoir-y-faire avec ce qui finalement était une sorte de dialectique des temps. Donc la question du travail sur le présent, c'est un travail finalement qui est en partie un travail philosophique. C'est pas si loin que ça de ce que Sartre peut appeler la critique de la raison dialectique et la dialectique des temps. Quand dans le fin du volume 2 de la critique de la raison dialectique, il dit l'histoire en appelle à l'histoire, mais c'est parce qu'on est soi-même pris dans une histoire qu'on peut s'intéresser à l'histoire. Mais si on n'a aucun engagement et aucune sensibilité au présent, on ne peut pas faire de l'histoire, parce que c'est un immense océan, l'histoire. Et pour pouvoir y cerner quelque chose et y trouver quelque chose d'intéressant, il faut être pris et engagé dans un présent. Et donc, son affaire de praxis était liée à cet engagement dans le présent et à la possibilité, par cet engagement, d'avoir la capacité d'acuité pour interroger l'histoire. Mais c'est pas si loin que ça non plus de Foucault et de son ontologie du présent en tant qu'elle serait l'ontologie nous-mêmes. Et de ce fait, il y a quelque chose qui se rejoint, même si évidemment c'est pas les mêmes concepts, mais du point de vue des pratiques, on peut mieux comprendre pourquoi les deux philosophes qui se sont si souvent opposés philosophiquement se retrouvaient parfois dans les mêmes milieux du politique. Donc là, je crois que j'ai à peu près répondu aux enjeux théoriques et au fait que les émotions, c'est une manière d'être au monde et d'avoir une certaine tenue dans ce monde, et c'est le contraire de l'apathie sadienne. L'apathie sadienne, c'est le fait de ne pas avoir justement de possibilité d'être touché par ce qui se passe. Et il me semble que restituer en histoire, en philosophie, la part des émotions, c'est pas simplement donner une part, c'est affirmer qu'il n'y a de possibilité de penser que quand cette part est présente. Voilà. Et que la pensée, elle est comme pour Kant, dans le conflit des facultés et pas dans la raison pure. Donc voilà, c'est des positions très liminaires, comme ça on peut poser de manière brutale, mais je pense que c'est ça les enjeux, et après quand on est du côté de l'histoire, eh bien c'est reconnaître effectivement la part prise par des dynamiques qui ne sont pas des dynamiques uniquement rationnelles dans ce qui se déroule, et reconnaître aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent par les émotions et qui arrivent par nous aussi par les émotions et pas simplement par la raison. Et qu'au XVIIIe siècle, il y a un concept que je trouve extrêmement intéressant qui est celui de raison sensible, où effectivement cette raison sensible, elle est arc-boutée à la capacité d'être sensible au monde. Voilà. Alors en ce qui concerne l'objet de ce soir, je voulais commencer par une archive du temps présent, parce que cette archive du temps présent, elle permet de mettre en scène la question de l'anachronisme, et c'est vraiment du temps présent, puisque c'est un communiqué des migrants de la place de la République qui a été rédigé hier et qui appelle à une manifestation pour demain.
Nous sommes migrants, nous sommes sans abri. Nous sommes place de la République. Nous ne pouvons pas dormir, il pleut. Chaque fois que nous installons des tentes ou même seulement des bâches, la police nous pousse et les prend de force. Alors nous restons toute la nuit sous la pluie et dans le froid, sans protection. Mais cela n'est pas encore assez pour les autorités. Chaque matin, tôt, la police nous attaque et prend nos affaires. Nous ne sommes pas des criminels. Nous demandons le respect. Nous voulons des droits. Nous voulons de l'humanité. Nous voulons un toit aujourd'hui. Nous n'abandonnerons jamais jusqu'à ce que vous acceptiez nos demandes. Nous demandons à la population d'aider les réfugiés. Nous sommes place de la République pour demander nos revendications. Les autorités ne peuvent pas nous laisser sous la pluie et dans le froid. Elles ne peuvent pas ne rien nous accorder et nous attaquer quand nous essayons de mettre des tentes ou des bâches. Nous vous demandons d'aider les réfugiés. Nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de tentes, nous avons aussi besoin de sacs de couchage. Nous avons besoin de couvertures et de vêtements. Nous faisons appel à vous pour se rassembler avec nous vendredi soir à 20h, pour résister avec nous, pour mettre ces tentes et ces bâches et soutenir nos revendications. Merci à vous. Ce texte que je viens de vous lire, c'est un texte qui a été rédigé en anglais et qui a été traduit. Mais il me semble qu'il est extrêmement intéressant parce qu'il y a un certain nombre de vocables qui sont des vocables de l'humanité souffrante qui correspondent, je dirais, de manière analogique à l'humanité souffrante telle qu'elle est décrite pendant la période de la Révolution française. Et il se trouve que résonne le mot République puisqu'on est une place de la République. Et qu'il y a bien quelque chose qui se joue, puisqu'on est censé travailler ce soir sur l'étranger et la République, sur ce qui se joue aujourd'hui, et je dirais au-delà de l'événement marquant du mois de janvier 2015, ce qui se joue aujourd'hui dans quelque chose qui est connecté. C'est-à-dire que c'est notre rapport à l'international qui se joue le 7 janvier 2015 et qui se joue en ce moment avec les réfugiés dans le rapport à l'Europe et qui se joue dans notre rapport à la guerre. Donc il y a effectivement dans ce texte à la fois des questions qui sont des questions, je dirais, de la vie quotidienne, et c'est l'échelle la plus petite, la plus ténue, celle qui suppose ce qu'on appelle un face-à-face, la manière dont une population fait face à finalement son sentiment commun d'humanité ou son apathie face à cette humanité souffrante. Et c'est pas si simple que ça de faire la part des choses, pour soi dans son quotidien, même si on habite pas loin de la place de la République. Et donc ce quotidien, et puis quelque chose qui est important et sur lequel je reviendrai pour la période révolutionnaire, qui est la question des autorités. On appelle ça au XVIIIe siècle les autorités constituées. Et là, les autorités constituées, à Paris, c'est la municipalité de Paris et la police. Et donc ce qui est écrit ici, c'est la manière dont les autorités constituées agissent. Et il ne s'agit plus de la population, mais de savoir qu'est-ce que faire respecter des lois. Et si on pose la question de la loi, est-ce que la loi est légitime? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est tyrannique? Dans le projet de déclaration des droits de Robespierre en 1793, il y a un passage qui est extrêmement intéressant, puisqu'il dit « Une loi qui est tyrannique n'est pas une loi ». Et donc il y a tout un enjeu sur qu'est-ce qu'on peut appeler une loi. Est-ce que quelque chose qui autorise à empêcher des gens de simplement survivre sur une place peut être une loi? Ce qui me paraît encore intéressant, c'est que bien sûr, il y a une expression qui est « nous voulons des droits ». Nous voulons des droits, évidemment, la question du droit, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a une série de droits qui existent déjà. La question, c'est est-ce qu'ils existent et est-ce qu'ils sont appliqués ou applicables, ou est-ce qu'il faut les reconquérir? Est-ce que la question des droits, c'est une question juridique, judiciaire, ou politique, ou les trois à la fois? Et comment on peut faire aujourd'hui avec ça, que ça soit d'ailleurs sur cette question-là ou sur d'autres questions? Voilà, donc ça donne trois niveaux. Avec qu'est-ce que la République, place de la République comme symbole, et dans quelle mesure il est galvaudé. Il y avait aussi un slogan sur une manifestation qui disait « Ici, la nation et la République, c'est un parcours de manifestation. » Et ce n'est plus que ça, de nation à République. Bon, donc du coup, il y a quelque chose qui se joue dans nos imaginaires en tant que l'expérience révolutionnaire nous a légué la responsabilité de donner des réserves empiriques à ces notions.
et qu'aujourd'hui, ces réserves empiriques, si on suit simplement ce qui est dit dans ce petit texte, eh bien, sont extrêmement faibles. Alors je vous propose, après ces prolégomènes un peu longs, un peu théoriques, d'en arriver aux questions que je voulais traiter plus spécifiquement sur la Révolution. La Révolution française, en ce qui concerne la question de l'étranger, des étrangers, je l'ai rencontré très tôt et avec un espoir un peu démesuré qui était de trouver le lieu d'un modèle. J'espérais, au moment où Édith Cresson organisait les premiers charters de retour des étrangers chez eux, contre leur gré, j'espérais qu'il y avait un modèle d'hospitalité très enthousiasmant dans la période révolutionnaire, et c'est ce qui m'a conduit à commencer une thèse sur cet objet. Et je me suis rendu compte, d'une manière un peu brutale et très émotive, que c'était pas si simple que ça. Qu'il y avait des choses sans doute très magnifiques, et je vais vous en parler pendant la période de la Révolution française, et d'autres beaucoup moins, et d'autres inquiétants dans leur ambiguïté. Et l'énoncé qui m'a vraiment conduite à me poser la question du rapport passé-présent, voire du rapport entre différents passés, était lié à une loi prise sur les étrangers en août 1793, et où on a le projet de demander aux étrangers de porter sur le bras un ruban tricolore sur lequel sera indiqué le mot hospitalité et le nom de la nation dans laquelle ils sont nés. Quand j'ai vu cette archive, j'avoue que j'ai été troublée immédiatement et que spontanément les associations libres qui sont arrivées et qui ne sont pas nécessairement à valeur, teneur d'une quelconque scientificité, c'était qu'est-ce que c'est de rendre visible. Et rendre visible, la première chose qui m'est venue, c'est rendre visible avec l'étoile jaune. En l'occurrence, l'étoile jaune, ça peut être celle du Moyen-Âge, comme celle de la guerre, mais c'est celle de la guerre qui m'était venue en tête. Et avec, pour moi, quelque chose de très troublant, c'est qu'on était dans la période quand même du bicentenaire, et qu'on était au cœur d'un débat historiographique très très violent sur la Révolution française, est-elle ou n'est-elle pas la matrice du totalitarisme. Donc évidemment que je baignais là-dedans en étant contre, et que je tombe sur cette archive et que j'ai du mal à m'en déprendre et à faire quelque chose avec. Et puis je réfléchis et je dis, bon, le ruban tricolore, c'est quand même quelque chose qui est glorieux. Bon, le mot hospitalité, c'est plutôt quelque chose de satisfaisant. Par contre, la nation dans laquelle on est né, c'est quand même une détermination qui produit effectivement la possibilité d'être accueilli ou de ne pas être accueilli. Et d'être quelqu'un qu'on peut accueillir ou qu'on ne peut pas accueillir. Donc il y avait du reste. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui se joue dans la Révolution française qui est de l'ordre du reste. Et que tout n'est pas glorieux et magnifique. Et que si on la revisite, il faut la revisiter avec cette capacité à observer ce que moi j'appellerais les impasses de la Révolution française. Et la grande historienne de l'Antiquité, Nicole Leroux, disait qu'elle étudiait les problèmes grecs de la démocratie. Et je pense qu'il faudra, et qu'il faut, que c'est ce que j'essaye de faire, d'étudier les problèmes révolutionnaires de notre démocratie. Dans la mesure où, quand même, on est, on le veuille ou on ne le veuille pas, héritier de ce qu'elle a fait de formidable, et souvent c'est relativement fort-clos, mais aussi héritier de ce qu'elle n'a pas réussi à déplacer, voire de ce qu'elle a inventé de pas formidable. Et donc il y a quelque chose qui se joue entre ces deux termes pour la Révolution française. Donc à la fois quelque chose qui peut paraître enthousiasmant et du reste qu'il ne faut pas mettre de côté ni mettre sous le tapis si on veut être capable de relancer l'idée et de réinventer quelque chose. Alors malgré tout, c'est quand même un moment enthousiasmant. Pourquoi c'est un moment enthousiasmant? Parce que pour la première fois, je dirais, on se préoccupe du fait que les peuples ne doivent plus être traités dans les relations internationales, pour prendre un vocabulaire anachronique, c'est pas le vocabulaire du XVIIIe siècle, ne doivent plus être traités comme des troupeaux. Et ne plus être traités comme des troupeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit plus considérer qu'ils appartiennent à leur monarque, mais qui les donne et qui les déplace en fonction des guerres de conquête, mais qu'ils existent en fonction de
de leur histoire et de leur possibilité justement à se libérer de la tyrannie. Et donc ce qui se met en place à ce moment-là, c'est l'affirmation qu'il va falloir respecter les peuples en tant que tels, et qu'un peuple en tant que tel est comme un individu à l'intérieur d'une société. Et donc ce qu'on a pensé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour les individus, et en particulier le fait que chaque individu est libre, que cette liberté est une liberté comme non-domination, ce qui veut dire qu'elle est réciproque. Ce qui se dit dans les adages populaires, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est ça la réciprocité de la liberté. Et c'est pas si souvent pensé. Donc cette auto-limitation par réciprocité produit l'égalité. Et à l'intérieur d'un peuple, la question de la fraternité, c'est la capacité à produire des espaces de solidarité, de relations politiques qui permettent de se donner des secours réciproques. Alors c'est ça, le fondement de la Révolution française, c'est la liberté comme non-domination, comme telle, elle engage l'égalité politique, et ensuite la possibilité que cette réciprocité se transforme aussi dans un soin donné aux autres et dans une protection donnée aux autres. Alors si on change d'échelle et qu'on passe à l'échelle internationale, on pense que chaque nation-peuple est une entité qui existe en soi et qu'il faut reconnaître, alors il y a la nécessité de penser la liberté de chaque peuple, et c'est ce qu'on appelle la souveraineté, et chaque peuple va avoir sa propre histoire de reconquête de la souveraineté contre la tyrannie. Tant que le peuple n'a pas reconquis sa souveraineté contre la tyrannie, il est un peu, dans l'esprit des révolutionnaires, dans les limbes. C'est-à-dire qu'il existe, mais potentiellement, parce qu'il n'est pas encore un peu plus libre. Mais c'est la souveraineté qui va conquérir un jour, et on ne peut pas prévoir quand, et on ne peut pas le libérer de force. Un jour, il sera effectivement un peu plus libre. Mais si par contre il demande, parce qu'il est en train de se soulever, comme c'était le cas par exemple en Pologne, s'il demande de l'aide, normalement il faut aller l'aider. Parce qu'il y a la conception de fraternité à l'échelle de l'espace international. Et donc celui qui demande assistance, en fait, montre qu'il est déjà libre, puisqu'il s'est révolté contre la tyrannie, et si le rapport de force ne lui est pas favorable, il faut aller l'aider. Si on laisse un peuple être détruit par des tyrans, eh bien, on ne respecte pas la réciprocité dont je viens de vous parler pour la liberté, la réciprocité du secours réciproque. Et celui qui laisse un peuple être détruit par des tyrans devient lui-même criminel. Il est responsable d'avoir laissé faire le crime. Et cette idée de réciprocité du crime, c'est un point très structurant de l'imaginaire révolutionnaire, où ce qui est en place, c'est l'idée que quand on détruit un peuple, et en particulier qu'on le détruit au moment où on réclame sa liberté, où il veut se donner des droits, eh bien en fait on est dans un crime qu'on appelle de lèse-humanité. Parce qu'on est convaincu que se donner des droits, fabriquer sa propre souveraineté libre, c'est reconquérir son humanité. Que l'humanité est amoindrie, voire dissoute par la tyrannie. Qu'on fabrique des bêtes apeurées, des troupeaux qu'on peut manipuler, des troupeaux qu'on peut donner en dot pour un mariage. On va vous donner l'Alsace et on va récupérer Nice. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le traitement amoindri de l'humanité où les individus, des groupes d'individus sont réifiés, sont transformés en choses. Et donc, effectivement, reconquérir ses droits, c'est pas simplement reconquérir des protections, même si c'est très important, c'est reconquérir son humanité. Vous vous souvenez, dans le petit texte, nous voulons de l'humanité. Celui qui laisse faire le crime est donc lui-même criminel de lèse-humanité. C'est un point quand même très fondateur, parce qu'il y a quelque chose qui se joue, par exemple, sur la question des réfugiés, sur le fait que si on n'a effectivement pas pu aider un peuple pour des raisons qui sont conjoncturelles à se libérer, ou qu'on n'a pas réussi, on a la responsabilité de recevoir les réfugiés. Et que dans une certaine mesure, ça ne compense pas ce crime de lèse-humanité, mais c'est une responsabilité tout aussi forte. Et c'est quelque chose qui est pensé, effectivement, par les révolutionnaires, je dirais, dès 1789 pour les plus radicaux,
Et en l'occurrence, Robespierre, Volney, Grégoire pensent cette question du droit des gens comme devant être inclus dans la Déclaration des droits et dans la Constitution. Et ils n'obtiennent pas gain de cause, car la Révolution n'est pas un chemin glorieux et immédiat, une rupture soudaine où tout se passe d'un seul coup. C'est des combats permanents, politiques permanents, pour pouvoir obtenir des gains petit à petit. Donc on ne réussit pas à mettre en place ce que je viens de vous dire d'emblée, mais on obtient quand même une déclaration de paix au monde. Déclaration de paix au monde, ça veut dire très clairement qu'il n'y aura plus de guerre de conquête, il n'y aura que des guerres de défense, et qu'on ne peut appeler guerre de défense que la défense de son territoire, voilà, de son peuple. Voilà. Donc il y a quelque chose du côté du crime de lèse-humanité et du côté de la guerre en tant qu'elle ne peut être que de défense, qui évidemment fait signe sur le présent des deux côtés. On a aujourd'hui un afflux extrêmement important, et pas spécialement en Europe, donc des tas d'autres endroits, plutôt à proximité de la Syrie, de réfugiés syriens. Mais on a laissé, depuis 2011, Bachar el-Assad détruire son peuple. Donc, du point de vue des valeurs révolutionnaires, nous sommes criminels de lèse-humanité. Première défaillance forte. Si on poursuit, il y a des réfugiés, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien, pas nécessairement parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place, mais parce que la confiance publique nécessaire à l'hospitalité n'est pas présente dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, quand on récupère des gens sur une place et qu'on leur propose un refuge trop loin de Paris, ils ont le sentiment que en fait, c'est pour les oublier. Et il n'est pas certain que ça ne soit pas le cas. Parfois, ils sont logés pendant 2 mois dans un hôtel Formule 1, puis ils sont évacués de l'hôtel, parce qu'on a décidé que c'était 2 mois et pas un jour de plus. Donc il y a un très grand désordre. Il y a une concurrence entre les municipalités, il y a des municipalités qui acceptent de donner des lieux. À Paris, à Hidalgo, ne donne pas de lieu. C'est pour ça que ça ne se passe pas très bien. Ça pourrait se passer beaucoup mieux. Il y a des endroits où on pourrait loger des réfugiés à Paris et qui ne sont pas ouverts. Donc il y a quelque chose, des secours réciproques que j'évoquais tout à l'heure au niveau local et au niveau des autorités constituées, qui ne se constituent pas, justement. Donc on a une première défaillance criminelle de lèse-humanité pour ne pas avoir aidé les Syriens démocrates, ceux qui étaient vraiment démocrates. Ensuite, on accueille mal les réfugiés. Et ensuite, on n'est pas capable de produire une confiance civile dans des espaces de secours réciproques qui permettent aux différents individus qui voudraient aider de pouvoir trouver leur place dans cette aide. Ce qui fait que dans le face-à-face et dans l'appel, il y a quelque chose de compliqué parce que c'est uniquement de la responsabilité individuelle. Est-ce que vous avez un sac de couchage supplémentaire à la maison que vous allez porter tout en sachant qu'il va être immédiatement pris par la police le lendemain matin? C'est compliqué. Voilà. La situation fait que les défaillances sont de la plus grande échelle à la plus petite échelle. Pas pour porter la pierre ni sur un pays, ni sur des individus, mais pour dire voilà, la situation politique est celle-là. Et ensuite, on a la question des guerres. Je n'ai pas de position voilà, sur faut-il ou ne faut-il pas faire la guerre, qui fait la guerre en ce moment, est-ce qu'on la fait comme il faut, voilà, c'est des questions. Ce que je déplore, et qui ne correspond pas du tout à l'esprit d'un moment comme la Révolution française, c'est qu'il n'y a pas de débat sur la guerre, il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de débat pour un argument qui est un argument fallacieux, qui est que Daesh n'est pas un État, donc que nous ne sommes pas en guerre, puisqu'on ne peut pas déclarer la guerre à ce qui n'est pas un État. Évidemment que c'est un sophisme. À partir du moment où des soldats sont envoyés, où un ennemi est désigné, où effectivement des personnes meurent au combat, où un certain nombre de personnes dans la jeunesse française décident d'aller soutenir ce non-État, il y a bien une guerre, ça supposerait bien un débat. Et cet espace public démocratique qui doit fonder la question du droit international et du droit des gens n'a pas lieu dans ce pays. Donc voilà comment fonctionne le laboratoire situation révolutionnaire.
On vient de là, ces choses-là ont été pensées comme ça, elles sont assez intéressantes, et on peut observer à quel point on s'en est éloigné, et s'interroger sur la légitimité ou la non-légitimité de cet événement. Et en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de légitimité de cet éloignement, sinon à avoir renoncé à fonder effectivement notre politique, nos politiques, ou nos manières d'être des êtres politiques sur des principes, autrement dit sur des déclarations de droits des gens, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et où quelque chose devient pervers, c'est que c'est ça qui est mis en valeur d'une manière extrême aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement secondaire. Ça fait partie des programmes, il va falloir apprendre mieux les déclarations des droits, etc. Mais s'il n'y a pas de réserve empirique à ces déclarations des droits, elles sont lettres mortes. Un élève de lycée ou de collège ne peut pas croire à une démocratie qui aurait des principes très jolis affichés en grand dans la classe ou en petit, souvent c'est affiché plutôt en petit, et qu'ils sont en contradiction constante avec ce qu'on peut observer, et si on n'est pas complètement idiot, on n'a pas besoin d'être grand druide pour voir que ce n'est pas observé. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement compliqué et qui correspond effectivement à notre présent. Donc ces déclarations de paix au monde, ce droit des gens réciproque, cette volonté de produire la possibilité d'une sorte de société des nations par les peuples qui auraient reconquis leur souveraineté et leur liberté, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît déjà conquis et pourtant qui est complètement inefficient. Donc il va falloir interroger pourquoi. Pourquoi l'Europe, qui est supposée être une sorte de société des nations européennes et qui correspond à la cosmopolitique qui se met en place au XVIIIe siècle, d'abord pratiquement dans la Révolution française, et ensuite sur un mode théorique avec Kant. Donc il vient penser ce qui s'est déroulé sous ses yeux. Donc il y a quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement bizarre et difficile, parce que ce qu'on est censé posséder agit d'une manière complètement contradictoire à ce qu'on était dans l'espérance d'obtenir au XVIIIe siècle. Toujours un énoncé de Robespierre, dans la fameuse déclaration de 1793, celui qui opprime une seule nation se déclare l'ennemi de toutes. Et l'Europe opprime la Grèce. Donc on est dans une situation où, à l'intérieur même de la société des nations, eh bien, on a renoncé à la possibilité de construire de l'humanité au sens où je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire se redonner une humanité en repossédant des droits qui permettent effectivement de sortir d'une situation de soumission et d'oppression. Concrètement, ça a donné quoi dans la Révolution française? Dans la période qui s'ouvre de 1789 à 1793, on est dans un moment où on invente toutes sortes de procédures pour pouvoir accueillir les étrangers qui arrivent d'autres pays et où on reconnaît la capacité des étrangers qui sont déjà installés dans le pays à pouvoir participer de cette reconquête de la souveraineté qui est en train de se dérouler là dans le pays. La première chose à savoir, pour comprendre comment c'est possible, parce que maintenant ça nous paraît tellement énorme, d'autant qu'il y a 2 jours, je crois, notre Premier ministre a déclaré que ce n'était plus d'actualité que les étrangers aient le droit de vote. Comme il se trouve que la citoyenneté dans l'esprit de nos dirigeants est absolument collée sur le droit de vote, c'est pas ce que je pense moi, mais ça veut dire qu'ils considèrent que les étrangers n'ont pas à être des citoyens. Si on essaye de penser que pour les hommes et les femmes du XVIIIe siècle, être citoyen est un droit naturel qu'on a en tant qu'individu où qu'on soit et qui qu'on soit, c'est une manière de dénier l'humanité des étrangers en France. Donc c'est quand même extrêmement grave, mais visiblement ça n'a pas l'air de troubler cet espace politique. Donc il y a quelque chose qui se joue, qui est en contraste énorme. Et de ce point de vue-là, mes illusions relatives de jeune historienne de la Révolution française dans les années 90, plus on avance dans le temps et plus ce qui est intéressant dans la Révolution devient formidable. Alors, les étrangers participent de l'événement révolutionnaire tout simplement parce qu'ils sont votants
Ils sont votants pour les États généraux. C'est un vote sur la capitation. À partir du moment où ils payent l'impôt de la capitation, ils votent et ils participent aux assemblées, etc. Donc ils ont des pratiques d'assemblée analogues à l'ensemble des citoyens. Et l'idée qu'ils ne puissent pas posséder les mêmes attributs n'effleure personne. Voilà. Et il y a toute une période entre le début de la Révolution et je dirais les premiers décrets qui permettent de formaliser dans le droit l'inclusion des étrangers, où on est tellement convaincu, et pas simplement pour les étrangers, c'est vrai aussi pour les femmes, on est tellement convaincu qu'on va respecter l'article 1 de la Déclaration des droits, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, on est tellement convaincu de ça que de toute manière on agit comme ça. Et que quand les constituants viennent réduire ce droit en demandant un certain nombre de critères, en excluant les femmes, c'est quelque chose qui surprend et qui est en décalage avec ce qui se passe dans la société. Et donc, décalage pour les femmes, parce que finalement, le statut des femmes, le statut des étrangers dans la Révolution, ça peut être pensé de manière concomitante, c'est pas si différent en bout du compte. Et donc, il y a des sociétés populaires de femmes, d'ailleurs des sociétés fraternelles, on vient de discuter en tant que femmes, il y a des sociétés des deux sexes, où c'est mixte, et puis il y a des sociétés d'étrangers. Et les sociétés d'étrangers, elles sont de différentes sortes. Les étrangers qui sont présents en France depuis longtemps et qui ont été présents aux États généraux, enfin pour les États généraux, ils ne vont pas dans des sociétés d'étrangers parce qu'ils n'ont pas besoin. Ceux qui ont besoin, c'est ceux qui parlent une autre langue. Et donc il y a des sociétés pour que les gens puissent délibérer dans une autre langue. Parce qu'on peut traduire ce qui se passe à l'Assemblée, mais on ne peut pas délibérer dans une autre langue. Donc il y a une conscience du multilinguisme nécessaire pour produire une surveillance de la loi qui est en train de se préparer à l'Assemblée. Pourquoi on est convaincu de tout ça? Parce qu'on est convaincu à ce moment-là que la France est en train de produire un travail pour la France, mais pas seulement. On est convaincu que ce qui se passe en France intéressera le genre humain. Et donc, si ça intéresse le genre humain, il est logique que le genre humain travaille à ce qui doit s'élaborer en France. Et donc, il y a à la fois les étrangers qui sont présents en France, soit parce qu'ils ont afflué, parce qu'ils étaient passionnés par ce qui se passait, soit parce qu'ils sont réfugiés, parce qu'ils appartiennent à des pays qui sont tyranniques, soit parce que, quand la guerre a été déclarée, ils sont déserteurs, et ils sont accueillis comme déserteurs. Et donc, ils vont participer de la vie politique française, révolutionnaire, au même titre que d'autres citoyens, et en fabriquant des institutions qui leur sont propres pour pouvoir le faire dans leur langue. Cette question de la langue, elle est vraiment extrêmement pensée par les révolutionnaires. Je ne vais pas développer, peut-être c'est vraiment une question, mais c'est un point important. Mais malgré tout, les choses se grippent d'une manière forte au moment où on est vraiment en guerre avec toute l'Europe. Alors, le 11, c'est la France est en guerre avec toute l'Europe, la France révolutionnaire est en guerre avec toute l'Europe. Et donc, ça, c'est le moment 1793, et c'est le moment qu'on appelle soit du gouvernement révolutionnaire, soit de la terreur. La terreur, c'est une expression historiographique, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas comme ça dans l'archive. Vous n'allez pas trouver la terreur avec un grand T dans l'archive, vous allez trouver le mot terreur, terrorisme, terrorisé surtout pour le début de la période. Terrorisme, ça viendra après pour disqualifier, mais vous n'allez pas trouver de la terreur. Donc ce que vous trouvez, c'est le gouvernement révolutionnaire. Et le gouvernement révolutionnaire, c'est un gouvernement qui est un gouvernement, j'allais dire le mot exception, mais je viens de participer à un débat sur la place de Carl Schmitt, etc., donc j'ose plus. Mais si on peut enlever Carl Schmitt d'exception, c'est un gouvernement d'exception, mais ce n'est pas un gouvernement administratif du type Carl Schmitt, c'est un gouvernement législatif. Et c'est pour ça que je suis revenue. C'est-à-dire que quand on met même ce mot gouvernement d'exception, parce qu'on ne veut pas utiliser terreur, parce que terreur c'est terrorisme, c'est contre-révolutionnaire, etc., on est un peu coincé. Bon, en tout cas, ce n'est pas le gouvernement constitutionnel. Et ça, c'est clair dans l'archive. Le gouvernement constitutionnel, c'est quand la révolution sera établie, c'est-à-dire qu'on sera sûr qu'elle ne puisse pas retourner en arrière. C'est-à-dire quand on sera sûr que les contre-révolutionnaires auront perdu. Donc on est dans une guerre de la liberté contre la tyrannie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et tant qu'on est convaincu qu'il y a un risque de tout perdre, alors il faut un gouvernement de salut public. Appelons-le comme ça on sera tranquille. Ce gouvernement de salut public, il est pris dans des contradictions qui sont très fortes et qui sont constamment débattues.
c'est que pour défendre sa conception de la révolution et se défendre des supposés ennemis, qu'ils soient véridiques ou qu'ils soient imaginaires, il produit un certain nombre de lois qui sont des lois de contraction de l'espace public. Et donc qui vont effectivement aller à l'encontre des idéaux révolutionnaires, très clairement. Mais où à chaque fois qu'il y a une décision à prendre de ce type-là, ce qui est en jeu, c'est défendre l'espace public démocratique d'un côté, défendre la révolution de l'autre, mettre en balance liberté publique et situation. Est-ce que c'est légitime, est-ce que ça l'est pas? Je dirais que quand on observe de près les débats, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vois que je suis déjà un peu longue, donc vous m'arrêtez quand oui. Tout va bien. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à la demi? Oui. Ok. Les révolutionnaires se posent constamment la question, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer une affreuse inquisition pour rien? C'est leur mot. Parce que pour eux, le caractère arbitraire et injuste, c'est l'inquisition. Donc c'est ce mot-là qui vient. Est-ce qu'on a raison d'être inquiet ou est-ce qu'on n'a pas raison? Comment vont le prendre les étrangers qui sont venus chez nous parce qu'ils pensaient qu'un monde épuré était en train de naître, et on va être amené à devoir prendre des mesures car on ne peut pas savoir parmi les Anglais qui sont ceux qui sont les espions au compte de Pitt et qui sont ceux qui sont réellement des amis. Et donc il y a une série de contradictions qui sont vécues de manière assez rude à l'Assemblée, assez rude aussi dans les espaces publics, et qui amènent à des demandes qui paraissent extrêmes auprès des étrangers. Ce qui est dit aux étrangers, c'est « nous sommes désolés, nous n'avions pas prévu d'être dans de telles extrémités, mais nous allons être obligés de vous mettre en prison, parce qu'on est obligé d'emprisonner tout le monde sans savoir qui est réellement dans un complot et ennemi. Et comme si vous êtes vraiment des ennemis, on aura une raison, et si vous n'en êtes pas, vous comprendrez nos mesures et vous nous pardonnerez. » Voilà. En gros, c'est ça qu'on leur dit. Alors, évidemment, c'est exorbitant, mais l'autre possibilité, c'est l'exil, c'est-à-dire de partir. Donc la question se pose avec acuité et se pose pour les révolutionnaires étrangers d'une manière très violente, parce qu'eux-mêmes se sont considérés et ont été nommés comme des patriotes étrangers. Donc ceux qui étaient déserteurs, ceux qui étaient réfugiés, ceux qui sont venus parce qu'ils étaient fascinés par la Révolution, ceux qui ont créé les clubs, les allobroges, les bataillons pour aller aider dans la guerre, etc. On leur dit à un moment donné, c'est plus possible parce que là on est dans une telle extrémité et toute l'Europe est contre nous, donc on est obligé de prendre des mesures pour assurer quelque chose. Les révolutionnaires français qui ne sont pas d'accord avec ça disent mais non, c'est pas possible parce que là ça va amener à discriminer les étrangers a priori, alors qu'on sait très bien qu'il y a des contre-révolutionnaires qui sont parfaitement français du point de vue de ce qu'on est en train de donner comme nom à français, parce que la notion de nationalité n'apparaît qu'en 1797. Donc le titre de citoyen français, des gens qui possèdent le titre de citoyen français, ils peuvent aussi être des gens qui sont malfaisants. Donc on ne va pas pouvoir pister tous les malfaisants, donc ce n'est pas une bonne solution. Et ce débat, c'est le débat de toute la période du gouvernement révolutionnaire, sur les étrangers, sur les suspects, sur la manière de traiter différemment les égarés et les chefs contre-révolutionnaires, sur la manière de pouvoir empêcher que la guerre civile ne fasse tache d'huile et empêcher que l'imaginaire de la révolution ne soit vécu que comme un imaginaire négatif. Donc c'est un vrai souci. Juste, les étrangers dans cette période-là, un certain nombre repartent, un certain nombre sont mis en prison, et un certain nombre ne sont pas inquiétés, parce qu'il y a toute une série d'exceptions qui sont mises au décret, qui sont des exceptions un peu compliquées, parfois un peu intéressées, et on voit que la période révolutionnaire, c'est pas un seul bloc, à la manière dont on va parler Clémenceau, il y a plein de choses à observer qui sont les contradictions de toute société. Et donc quand on a besoin d'eux pour travailler, on ne va pas les renvoyer, on ne va pas les mettre en prison. Quand on considère qu'ils ont été avoués au XVIIIe siècle, ça veut dire que des personnes se sont portées garantes.
par des gens qui sont eux-mêmes considérés comme fiables, on ne va pas les mettre en prison. Donc il y a quand même toute une série de mesures qui permettent de colmater dans une société où malgré tout on a appris ces fameux secours réciproques, où tout ce qui concerne les identités de papier n'est pas encore stabilisé et en fait n'est qu'une manière de fixer les rapports de témoignage et d'aveu. Alors il y a effectivement des relations qui sont suffisamment serrées avec la plupart des étrangers pour qu'en fait il n'ait pas été tant que ça inquiété. Mais par contre l'imaginaire qui est livré dans les textes révolutionnaires reste inquiétant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui témoigne du fait qu'ils n'aient pas été donc s'inquiéter, c'est qu'au moment où la question de la nationalité apparaît en 1797, il y a des lettres qui sont envoyées par les étrangers qui résident en France pour obtenir leur nationalité, et on voit qu'il y a un nombre important d'étrangers qui sont absolument là et qui ont vécu toute la Révolution, qui sont restés enthousiastes à l'égard de la Révolution. Des textes qui racontent comment une femme hollandaise a traduit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour l'envoyer dans son pays de manière à ce que ça circule. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont à la fois éminemment politiques et éminemment sensibles. C'est-à-dire, j'ai vécu une période extraordinaire et je veux que le pays d'où je viens soit un lieu possible de diffusion de ce que j'ai vécu. Bon. Donc on est là dans quelque chose d'assez intéressant. Il n'empêche que c'est dans ce moment-là que se structurent les fameuses identités de papier, c'est-à-dire le fait que l'administration va faire des recensements, va faire des listes de suspects d'étrangers, va inventer des comités de surveillance des étrangers, va faire toutes sortes de choses qui, effectivement, résonnent avec des pratiques administratives actuelles et figent des situations dans des imaginaires politiques qui font que, effectivement, la figure de l'étranger, elle commence à se figer comme figure de suspect d'une manière forte et qui va avoir une longue durée. Et donc, ce que Gérard Henriette, pour le XIXe siècle, a appelé la tyrannie du national, ça se met en place, non pas du côté de la population française à l'égard des étrangers, puisque ce que je vous ai raconté avant, c'est que les gens s'étaient entraînés, mais du fait de la manière dont on a inventé des autorités administratives compétentes pour fabriquer ces listes, pour fabriquer ces objets, pour fabriquer des possibilités de nommer l'autre comme étranger. Et à ce moment-là, eh bien, l'hospitalité, on se rend compte que c'est quelque chose d'instable. C'est-à-dire que quand on est étranger, et même si on a des papiers, hein, tout le monde n'a pas une situation sans papier au XVIIIe siècle, là, même si on a été avoué, etc., ça peut se retourner. Parce qu'il suffit qu'il y ait une dénonciation, parce qu'il suffit de pas grand-chose en fait. Et donc il y a quelque chose d'absolument dissymétrique entre l'hôte qui reçoit et l'hôte qui est reçu. Et donc immédiatement cette hospitalité, elle devient un lieu qui vient rompre la chaîne de la liberté comme non-domination et donc de l'égalité. Et l'hospitalité, c'est pas une pratique simplement égalitaire, c'est une pratique compliquée. C'est une pratique compliquée parce qu'on reçoit l'autre chez soi et on souhaite que ce soit réciproque. Et quand c'est plus réciproque, comme c'est le cas dans la période de 1793 à 1799, en fait, il y a quelque chose qui est rompu. Pour que cette chose ne soit pas rompue, il y a des idéaux qui ont été pensés et qui ont été réélaborés. Et les idéaux en question, ils ont été beaucoup pensés par Saint-Just. Et Saint-Just explique que de son point de vue, l'hospitalité doit être réciproque. Et donc que tout n'est pas possible avec les étrangers. Et qu'ils doivent être bien reçus, mais qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas autoriser. Et là aussi, vous allez voir que ça résonne avec le présent, mais sur un autre registre. Ce qui inquiète Saint-Just, qui est quand même aussi une figure de l'économie politique révolutionnaire, il est connu pour ses grandes envolées lyriques et toutes sortes de textes politiques, en particulier celui sur le roi, mais c'est quelqu'un qui a une réflexion très fine sur les enjeux économiques. Donc ce qui m'inquiète, c'est de voir que les riches étrangers, quels qu'ils soient, puissent aliéner le territoire et aliéner les biens nationaux et aliéner les biens immobiliers. Et donc il affirme qu'un étranger doit être bien reçu, il peut commercer, mais il ne peut pas aliéner. Ça veut dire qu'il ne peut pas acheter des biens.
c'est pas inintéressant, parce qu'aujourd'hui, on respecte absolument pas l'humanité des étrangers, place de la République, réfugiés. Donc normalement, ils ont un droit d'asile, droit d'asile qui existe depuis l'Antiquité, avec la figure de Dieu hospitalier. Bon. Mais par ailleurs, on aliène absolument le territoire, et on aliène les biens nationaux, et on aliène l'immobilier, et Paris est troué de lieux qui sont effectivement du Qatar. Voilà. Donc je dis rien de mystérieux, c'est absolument pas mystérieux, c'est même considéré comme glorieux, parce que c'est annoncé dans les journaux, nous avons vendu telle chose, c'est formidable. C'est pas formidable du tout, parce qu'il y a quelque chose qui, justement, est lié à une histoire spécifique, et que ça produit une certaine rancœur, et que cette rancœur, on ne sait pas où elle va se retraduire. Plus exactement, on se rend compte qu'elle se retraduit dans des choses qui ne nous plaisent pas spécialement, et qui ne sont pas non plus spécialement républicaines. Donc c'était le dernier petit point. Il y a une pensée sur qu'est-ce que c'est que la réciprocité de l'hospitalité et la réciprocité de l'asile. Et dans cette réciprocité de l'asile pensée par Saint-Just, il y a l'idée que les ports des pays amis sont des lieux d'asile. Et donc si on a un endroit où on a la possibilité d'accueillir des bateaux amis, il faut les accueillir dans les ports. Ça aussi c'est intéressant, parce que c'est un droit de la mer tout à fait intéressant, et dans le contexte actuel, eh bien, au lieu de se féliciter d'avoir une police des mers qui s'appelle Frontex, qui sauve quand même des bateaux, mais c'est le droit de la mer, c'est pas le droit de Frontex, eh bien, on aurait des ports amis qui permettraient à ces bateaux de pouvoir arriver quelque part en fonction d'un droit d'asile, d'une hospitalité réciproque, du refus d'être criminel de déshumanité, etc., etc. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je crois qu'on va vous passer la parole dès maintenant. Peut-être avez-vous quelques remarques, objections ou questions? Qui démarre? Madame. Ah, monsieur et madame. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, à propos du droit des migrants, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous répondrez à la question le droit qu'on doit donner aux migrants, il y en a, je suis d'accord, le droit d'asile, etc. Mais pour les personnes qui sont déjà depuis très longtemps ici et qui vivent dehors au quotidien, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous demande est-ce qu'ils doivent obligatoirement passer directement avant eux, alors que ces personnes-là sont depuis très longtemps dehors et qu'on ne fait rien du tout? Vous dites des personnes étrangères ou des gens qui sont SDF? Les deux. Par exemple. Le problème, c'est qu'on est dans des contradictions à tous les niveaux, parce que dans une société qui respecterait ses droits, dans la déclaration, pas de 89 mais de 93, mais ensuite qui a été retraduite dans celle de 46, on doit assistance. Et donc le problème, c'est qu'on ne respecte pas le droit à l'assistance. On est même en train de vendre les hôpitaux, dans la logique de privatisation, où il y a une espèce de co-usage des lieux payés par le public par un usage privé, et une complexité maintenant des lieux hospitaliers. Donc la question que vous posez, c'est comment, dans une configuration où on ne respecte plus aucun des principes qui sont censés fonder notre politique, on peut se retrouver à avoir un sentiment de concurrence de ceux qui mériteraient, vu leur situation, d'être assistés. Mérités, pas au sens moral du terme, mais qui supposeraient d'être assistés. Voilà. Donc, du coup, poser la question des réfugiés, c'est poser en même temps la question de tous les déshérités. Et donc, c'est poser la question de où va la richesse. Parce que la question est là, c'est-à-dire que les Français, il y a un pourcentage de chômeurs qui ne correspond pas à ce que les gens souhaitent, et sinon, ils se lèvent tous les matins pour aller travailler. Donc, ils la produisent, la richesse. Ils la font. Et donc, la question, c'est où elle va. Et donc, poser la question des autres déshérités dans un contexte d'afflux,
normalement, ça devrait mener à reposer la question d'un monde tout autre. Parce que c'est sûr que comme il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire que l'argent du travail va dans des impôts qui vont au remboursement de la dette. Évidemment que comme ça, on ne va pas pouvoir aider les déshérités, puisqu'on nourrit les actionnaires. Donc on ne peut pas tout faire. Madame, et puis monsieur. Il y a je ne sais pas quoi. Je souhaitais vous poser la question. Je souhaitais vous poser la question des restes. Est-ce que, dans ce qui fait partie donc, des restes par rapport à la Constitution, la création de la Constitution au moment de la Révolution française, peut-être que une Constitution n'est pas juste, il y a déjà ce que vous avez mis du côté de la discrimination, ou bien, dont on peut bien voir tous les allers-retours avec le présent, ou bien y a-t-il d'autres choses que vous pourriez nous apporter? Donc plutôt du côté de l'enthousiasme alors que du reste. Parce que ce que j'avais appelé le reste, c'était ce qui n'était pas très satisfaisant. Il y a des choses enthousiasmantes dans la manière dont on a inventé quand même ce fameux droit des gens, donc ça j'ai insisté dessus. Et ensuite, pour l'inclusion des étrangers à proprement parler, je vais vous dire un peu des deux quand même. Le premier décret qui permet d'inclure les étrangers, c'est un décret de Target du 30 avril 90. Je vous le lis. Tous ceux qui naissent hors du royaume de parents étrangers sont établis en France, seront réputés français et admis en prêtant le serment civique à l'exercice de droits de citoyens actifs après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont en outre ou acquis des immeubles ou épousé une Française ou formé un établissement de commerce ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie. Bon, donc ça c'est le décret Target. Vous entendez que c'est à la fois très ouvert, c'est pas très long, 5 ans c'est pas très long, c'est pas les 10 ans actuels du projet Reseda, et en même temps c'est restrictif puisque c'est les droits de citoyens actifs, donc c'est la partie de la population qui est effectivement dans le système censitaire compétente pour avoir ces droits de citoyens actifs. Bon, c'est donc limité aux gens relativement aisés. Voilà. En l'occurrence, ça va permettre à des gens qui participent déjà au pouvoir municipal dans beaucoup de municipalités d'obtenir le même statut et de pouvoir exercer leurs droits qu'ils exerçaient déjà en ayant exactement le même statut. C'est ça le décret Target en fait. Bon, c'est pas rien, c'est adéquat à ce moment révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on traite les étrangers comme on traite tout le monde. Je prends maintenant un article qui est beaucoup plus connu, qui est rédigé par Hérault de Séchelles, et qui est l'article 4 de l'État de citoyen de la Constitution de 1793. Tout homme né en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé pareillement de 21 ans accompli, qui depuis une année vit de son travail dans la République, celui qui acquiert une propriété ou qui épouse une Française, ou qui adopte un enfant, ou qui nourrit un vieillard et réside en France depuis 1 an, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Bon. Donc ça, c'est à la fois extrêmement enthousiasmant, et puis il faut un petit peu creuser quand même, parce que quand même, mais après ça se discute, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Mais tous ces décrets demandent aux nouveaux citoyens des preuves d'amour qui débordent le simple amour des lois. Même si cet amour des lois est bien au fondement, parce que prêter serment, c'est affirmer qu'on est dans l'amour des lois. Et la question d'être étranger sur le plan politique, c'est de refuser de prêter serment, refuser la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est logique qu'on demande à des gens nouvellement arrivés ou nouvellement citoyens de respecter la déclaration des droits qui est le fondement de la politique. Mais c'est des preuves d'amour. A contrario, donc des Français peuvent être considérés comme étrangers s'ils n'acceptent pas le... Le roi en premier. Le premier étranger, c'est le roi. Tant qu'il a trahi le contrat, qu'il est criminel de lèse-nation pour avoir été traître à son serment, etc. Donc la première figure vraiment importante d'étranger, c'est le roi et les émigrés, c'est-à-dire les nobles qui sont partis et qui souhaitent faire la guerre au peuple révolutionnaire.
Quand je parle de preuve d'amour, c'est des choses qui renouent avec l'imaginaire chrétien, je dirais classique, où celui qui change de cité pour répondre de la nécessité qui est clairement exprimée dans les règles du jeu du christianisme, le mariage doit être exogamique. Évidemment qu'il ne peut pas être exogamique à l'infini sans se déplacer et sans changer de cité. Donc quand on arrive sur un territoire d'adoption, on doit y payer des impôts, épouser une naturelle, fonder un foyer en construisant sa maison principale sur le territoire d'adoption, adopter les mœurs de la nouvelle cité, tout ça par conversion amoureuse. Être enterré sur le territoire. Donc tous ces points-là, aujourd'hui, tous ces points-là que je viens de déployer, sont des points de litige. Pas spécialement avec les réfugiés. Ce sont des points de litige avec des Français issus de l'histoire coloniale française. Où évidemment que l'amour des lois françaises, on a déjà donné, et qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se réagencer. Et que les critères qui permettent de considérer que l'autre est loyal, s'il est encore considéré comme un autre ou un quasi-autre, dans le langage de Jean Boreil, eh bien c'est des règles du jeu qui sont les règles du jeu du christianisme, et donc qui ne peuvent pas être entendues dans une autre culture, en tout cas pas d'une manière directe. Et donc ça supposerait qu'il y ait du débat. Mais il n'y a pas de débat. Il y a même quelque chose d'assez arc-bouté entre ceux qui pensent que c'est normal et ceux qui pensent que c'est pas normal. Voilà. Et on en est là, et pour le moment on n'avance pas. Donc il y a quelque chose qui est à mon avis intéressant, parce que nous quand on lit l'article 4, on a le sentiment que c'est génial, mais ça peut être entendu différemment. Voilà. Après, sur ce qui est décrit là, c'est malgré tout l'idéal de socialité révolutionnaire, c'est-à-dire fonder un foyer, produire du travail, adopter un enfant, donc être soucieux de l'enfance, s'occuper d'un vieillard. C'est les secours réciproques que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est l'idée qu'on ne doit pas être oisif et on ne doit pas être égoïste. Voilà. Ni oisif, parce que les oisifs, c'est les anciens nobles, et l'égoïsme, parce que justement, ça empêche cette réciprocité, et sans réciprocité, il n'y a pas d'égalité. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est très noué dans l'idéal qui est présenté là, à la fois au christianisme, mais aussi à l'idéal révolutionnaire. Et donc, il s'agit aujourd'hui de pouvoir arriver à élaborer qu'est-ce qu'on prend qui vient de cet idéal révolutionnaire, sachant qu'il avait lui-même retraduit des idéaux du christianisme. C'est quand même grâce au clergé qu'il y a eu la révolution, il faut le rappeler. S'il n'y avait pas eu les curés pour venir rejoindre le tiers-état, ça restait coincé. S'il n'y avait pas eu la mise à disposition des biens du clergé pour la dette, on aurait été quand même dans une grande difficulté pour résoudre un certain nombre de questions financières en 1789. Et s'il n'y avait pas eu des grandes figures comme Grégoire, dans une certaine mesure, il n'y aurait pas eu de capacité à diffuser dans un espace catholique qui était un espace révolutionnaire en 1789, mais très heurté par la constitution civile du clergé pour un certain nombre en 1792, s'il n'y avait pas de grandes figures comme Grégoire, la guerre civile aurait été beaucoup plus grave encore. Donc le clergé catholique a joué un très grand rôle dans la Révolution française du côté révolutionnaire, pas seulement du côté contre-révolutionnaire. Et donc l'Église est clivée là-dessus. Le christianisme est clivé, mais enfin, on est dans le Nord, vous connaissez bien l'histoire du christianisme. Monsieur avait demandé la parole. Oui, dans toute votre analyse, il y a quand même quelque chose qui me choque un peu, c'est qu'il n'y a pas tellement d'analyse de problèmes de classe. On parle beaucoup d'émotionnel, on parle beaucoup, on est sur la vision kantienne, sur la critique de la raison, et ainsi de suite. C'est facile. C'est vraiment facile. Et puis quelque part aussi, ça déborde aussi un peu de beaucoup de visions judéo-chrétiennes, notamment les réfugiés sont là, sur nos portes, c'est notre faute. On n'a pas intervenu. Intervenir, pourquoi, comment? On a vu ce que ça a donné sur le petit épisode libyen. Alors il fallait intervenir aussi sur la Syrie. C'est ce que j'ai cru comprendre d'après ce que vous disiez. Donc maintenant, si les damnataires sont à nos portes, c'est de notre faute. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon. C'est bien qu'il y ait du désaccord. C'est pas une bonne parole. Mais la question se pose de savoir pourquoi on intervient au Mali et pas en Syrie,
pourquoi on intervient là et pas là, et qu'est-ce que ça a comme conséquence, et qu'est-ce qu'on estime avoir à faire quand on est à un endroit et pas à un autre. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait du débat. Après, non, la question plus lourde, c'est que, quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des débats, voire des décisions prises, pour éventuellement aller aider maintenant Bachar el-Assad. Donc, là, pour le coup, oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité. On est responsable de son gouvernement. Je veux dire, sinon, ça veut dire qu'on a abdiqué toute possibilité de souveraineté. Mais même si vous n'avez pas voté, Même. mais je pense qu'il y a une responsabilité très très lourde de ce pays, mais très très lourde, pas simplement des politiques, c'est qu'on a les politiques qu'on a laissé prendre le pouvoir. C'est-à-dire que la question de la démocratie insurgente, c'est-à-dire la possibilité de ne pas laisser l'État capturer le pouvoir par une vigilance constante, c'est quelque chose qui n'a pas lieu depuis des années dans ce pays. On ne peut pas le nier, ça n'a pas lieu depuis des années. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une capacité répulsive de toutes nos institutions partisaires. Et que beaucoup de gens, et il y aura une histoire assez terrible à faire sur les vagues de personnes qui sont entrées dans les partis du XXe siècle, du deuxième XXe siècle, et qui sont en ressortis, en étant dégoûtés. Que la question du dégoût et la question de l'apathie, c'est très proche. Et donc la question de la manière dont on n'a pas été capable de résister à l'oppression partidaire, de résister à cette capture du pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse s'en laver les mains et être irresponsable. Et je ne crois surtout pas dans notre génération. Voilà, je ne crois pas du tout. Je pense qu'on en est responsable et qu'on en est encore responsable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas sûr que les choses ne soient réglées. Alors, ensuite, sur les rapports de classe. Oui, c'était la première. Les rapports de classe, c'est vrai que c'était pas l'objet aujourd'hui. Je viens de l'évoquer un tout petit peu avec le décret Targel. Mais je dirais que c'est pas le fond de l'affaire pour la question des étrangers, parce qu'ils sont dans toutes les classes. Et je dirais que ça suit l'évolution des rapports de classe de la Révolution. Donc c'est plutôt bourgeois et politique municipale, les municipalisations de 1789, 90, 91 pour cette séquence-là, et c'est beaucoup plus populaire dans les sociétés fraternelles, etc. Et donc il y a quelque chose qui ne me paraît pas être si important que ça en termes de rapport de classe pour traiter cet objet-là. Après, les rapports de classe dans la période de la Révolution française, ils sont absolument lisibles dans la question du droit à l'existence. Et la question du droit à l'existence, c'est le fait d'affirmer que, justement, certaines libertés commerciales ne doivent pas être illimitées et doivent être donc contraintes par le droit à l'existence de chacun. Et donc, c'est une manière de réintroduire cette question de la réciprocité pour contraindre le libéralisme économique, pour aller vite. Donc il y a une critique libérale du libéralisme, qui est très forte. Robespierre et d'autres. Robespierre, c'est le plus connu, mais d'autres aussi s'injustent de manière un peu différente. Enfin, c'est vraiment un moment très intéressant de ce point de vue-là, et qui avait commencé bien avant, parce que cette critique libérale du libéralisme, elle commence en fait avec l'introduction du libéralisme, donc avec la guerre des farines. À partir du moment où l'introduction du libéralisme, au lieu de permettre une diffusion plus large des denrées, au contraire produit la disette et fait que ceux qui veulent laisser augmenter les prix soustraient les marchandises de manière à ce que les prix augmentent, et effectivement il y a des émeutes, des révoltes, c'est ce qu'on a appelé la guerre des farines, et qui a transformé une partie de l'expérience politique pré-révolutionnaire. Donc c'est assez ancien, et c'est justement dans ce contexte-là, j'en viens aux émotions, puisqu'on a quelque chose à relier. C'est à ce moment-là que quelqu'un comme Condillac, qui était quand même plutôt du côté de la raison procédurale, constate que les gens du peuple n'ont peut-être pas la capacité de produire de la géométrie pour dire quel est le bon prix, mais ont une conscience claire de ce qu'est le juste prix, et une conscience claire par expérience.
Et c'est le moment où il va y avoir une bascule vers la prise en compte de l'expérience populaire en tant que cette expérience lui permet de penser d'une manière autre que celle des physiocrates, que celle des savants économistes de l'époque, de Quesnay, etc., mais qui permet donc de reconnaître qu'il y a de la pensée chez le peuple et qu'il va falloir l'entendre, parce que si on n'entend pas cette pensée, ça risque d'être la guerre civile. Et donc la question de la prise en compte des émotions, c'est pas quelque chose qui est produit par le désir d'une jeune femme émotive qui veut voir les émotions parce qu'elles sont écrites dans l'archive. C'est quelque chose qui est un enjeu du XVIIIe siècle. C'est un enjeu à la fois politique, économique et, je dirais, de structure anthropologique, de reconquête d'humanité. Parce que dans la cour, enfin à la cour plus exactement, ce qui était désirable, c'était de ne pas exprimer ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas une pensée très raffinée des émotions, mais on avait une pensée raffinée des émotions en tant qu'il fallait obliger l'autre à basculer dans ses propres émotions, en tant qu'on pourrait ainsi lui tendre des pièges, et qu'il fallait surtout pas montrer ses émotions parce qu'on pourrait vous tendre des pièges. Et donc il y avait le fait qu'il fallait constamment être impassible. Et cette impassibilité a produit l'idée d'une ontologie de l'insensibilité. Et cette ontologie de l'insensibilité, qui est quelque chose de très structurant au XVIIIe siècle, ça permet aux esclavagistes d'être tranquilles. Ils ont la capacité à être insensibles à certaines choses et d'être sensibles à d'autres, et de cliver, et de pouvoir même imaginer des choses terrifiantes. Donc c'est quelque chose qui est un enjeu du XVIIIe siècle. Et c'est un enjeu qui concerne justement les rapports de classe, parce que c'est parce que le peuple était considéré comme doué d'émotions qu'on lui déniait sa capacité à penser, qu'on lui déniait l'égalité. Et qu'à partir du moment où on reconnaît que quand il est ému parce qu'il y a une disette et qu'il est capable de se révolter et d'argumenter sur le juste prix, parce que dans tous les émeutes de taxation des grains, il n'y a pas de vol du grain. Il y a le fait qu'on achète le grain à ce qu'on estime être le juste prix. Eh bien, c'est effectivement une conjonction des rapports de classe et de cette revalorisation des émotions populaires. Et c'est bien les émotions populaires. Vous avez une famille d'émotions? Je ne vous parle pas de la famille, je vous parle de la révolte. C'est pas tout à fait la même chose. On peut être dans une famille sans se révolter. Ça vient derrière. Si c'était automatique, ça se saurait. On est d'accord. Donc la question de la révolte. Je pense pas être dans l'imaginaire, sincèrement. Je sais pas ce que vous appelez le réel, mais enfin. Mais ok, mais ça ne produit pas nécessairement de la politique illico presto, ça peut produire de la désespérance. Moi je reviens juste sur ce que monsieur a dit à propos des guerres, par exemple. À propos des guerres. Quand on est allé en Irak et qu'on est allé descendre Saddam Hussein, on regarde, quand Saddam Hussein le gardait, c'est vrai que c'est Non, en l'occurrence, ça, c'était pas la France. Non, pas la France, mais je veux dire les Occidentaux, quand les Occidentaux sont allés, avec les États-Unis, etc., descendre Saddam Hussein. L'Irak, c'est vrai que c'était une grosse tyrannie, c'était une dictature, c'était quelque chose de très dur, mais au moins, Saddam Hussein, lui, il gardait un contrôle quand même assez complet sur toute la région, et c'était pas encore aussi, j'ai envie de dire, bordélique que ça l'est maintenant. Alors, la question qui se pose, qui à mon avis est fondamentalement différente, c'est qu'il n'y avait pas de demande. C'est-à-dire du côté de l'Irak, c'est une pure production projetée, alors que du côté de la Syrie, il y a une demande. Il y a des appels constants à aider, à ne pas laisser les choses se faire comme ça, etc. Il y a des émissions qui sont faites par les jeunes gens qui sont aux Beaux-Arts. Il y a toutes sortes de lieux qui ont préparé la demande de démocratie, qui sont les lieux culturels du politique, comme celui-ci ce soir. Des lieux de cinéma, des lieux d'art contemporain, enfin, ce qu'on a évoqué au tout début de la soirée. Et du coup, il y a une demande. Donc la question, c'est quand cette demande se présente, quelle est la responsabilité de ceux qui sont supposés recevoir l'adresse? Voilà. Et c'est de ce point de vue-là fondamentalement différent. Et à partir du moment où surgit cette adresse, il y a la possibilité de considérer que c'est une nation qui surgit à sa liberté. Voilà. Et c'est ça la société des nations. Quand les nations ne sont pas dans cette demande de souveraineté autre contre la tyrannie, il n'y a pas d'intervention.
dans la logique cosmopolitique que j'ai évoquée des révolutionnaires, par exemple. Et donc il y a quelque chose là pour moi qui est fondamentalement différent. Après, sur fallait-il ou ne fallait-il pas, ce qui est sûr c'est que ne rien faire, ça n'a franchement pas aidé, et ça a aidé à installer des supposées armées démocrates qui n'ont rien de démocrate, alors qu'il y avait réellement des noyaux de démocratie et qu'il y avait un courage quand même un peu terrifiant et terrifiant a posteriori face à une tyrannie qui était d'une ampleur extrême. Donc il y a bien quelque chose à interroger de notre apathie. J'ai quand même reçu des stocks et des stocks d'adresses, d'appels, et il y a eu très peu de monde dans les manifestations pour aider la Syrie, il y a eu très peu de gens pour discuter, réellement, pour discuter, pour s'entailler. Je veux dire, c'est ça faire de la politique, c'est accepter la conflictualité là, et essayer d'élaborer l'argument pour savoir ce qu'on fait et pas constater que les choses nous arrivent, elles arrivent par nous aussi. Tout à l'heure, vous disiez que le dégoût, vous faisiez allusion aux gens qui étaient engagés dans des partis politiques après les années 70, disons. Le dégoût produit des effets, mais des effets d'apathie, vous disiez. Mais il n'y a pas que le dégoût qui produit des effets d'apathie. Il y a aussi le goût de l'insignifiance, la consommation pour la consommation. C'est-à-dire qu'il y a dans notre société tout un ensemble de choses qui produisent de l'apathie. Je ne sais pas si on pourrait indexer l'apathie uniquement sur le... Non, pas uniquement. C'était pas uniquement, loin de là. L'idée de quelles sont les conditions de la servitude volontaire actuelle, c'est beaucoup plus large que le dégoût des partis politiques, mais pour les partis politiques, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui, à un moment donné, face à leur vécu d'une situation, ont eu envie de faire de la politique, sont rentrés dans des structures variées en fonction de leur sensibilité politique, et qu'ils en sont ressortis très vite, compte tenu du fonctionnement de ces structures et d'un sentiment d'impuissance au moment où eux passaient le pas pour devenir plus puissants politiquement. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits dans des partis politiques entre 1981 et aujourd'hui, 2007, ils étaient dans un désir de retrouver ou de trouver une puissance politique, et ils ont constaté que ce n'était pas le cas, et que peut-être si pour eux, ça avait été un effort de faire ce passage. Quand ils en ressortaient, ils n'avaient plus envie de croire à quelque chose de la valeur de ce type d'effort. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui un désarroi sur les formes de reconquête possibles d'une puissance politique. Je voudrais faire une remarque d'abord et puis ensuite vous poser deux questions. La remarque, c'est que c'est toujours absolument passionnant de revenir à la Révolution française dans ses allers-retours passés-présents, parce qu'on mesure aussi combien on peut, partiellement au moins, s'émanciper un moment pour la pensée du poids des expériences particulières et du lexique particulier qui a été celui du XIXe siècle. C'est-à-dire que du coup, on réengendre le XIXe siècle, on le met un petit peu de côté pour aller dans un moment où la pensée de la politique et la langue de la politique ne sont pas fixées de la même manière. Et c'est toujours tout à fait passionnant, et c'est le cas en vous entendant ou en vous lisant. Les questions, ce sont celles-là. La première, peut-être que pour apprécier à la fois l'importance et en même temps l'ambiguïté des ruptures que la Révolution française a tentées sur la question du rapport à l'étranger, peut-être qu'il faut peut-être nous dire ce qui est le traitement de l'étranger quand il n'y a pas de révolution dans cette Europe de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire par rapport à quoi ces inventions et en même temps leurs ambiguïtés se mettent en place. Et la deuxième question, c'est comment vous appréciez
dans le traitement que la Révolution française fait de la figure de l'étranger, son nouage avec la question coloniale, qui est évidemment à cette époque la question de l'esclavagisme. Voilà. Alors, pour la première question, sur le rapport à l'Ancien Régime, en fait, il y avait toute une série de droits, de droits qui étaient en fait des discriminations qui étaient faites à l'étranger, où, par exemple, on ne pouvait pas faire hériter sa famille, c'était le roi qui récupérait sous forme de droit d'aubaine l'héritage, et la possibilité de devenir, comme on disait, naturel ou réunicole se passait par lettre de naturalité. Ces lettres de naturalité reposaient sur le pur arbitraire monarchique et donc étaient données souvent à des grands entrepreneurs parce qu'on estimait qu'effectivement on en avait besoin. Mais sinon, le statut de l'étranger était un statut quand même qui produisait de la discrimination. Si on regarde la manière dont on a pensé cette inclusion d'un point de vue juridique, quelqu'un comme Sieyès explique que plutôt que d'avoir des lettres de naturalité, on aura la possibilité pour n'importe quel individu étranger d'être reçu dans la municipalité dans laquelle il vit, et que parce qu'on aura été reçu du fait de l'hospitalité française, il y a tout un discours sur l'hospitalité française parce qu'elle est réputée au XVIIIe siècle. Arthur Young en fait aussi l'éloge, etc. Alors un individu qui aura été reçu dans sa municipalité deviendra français parce que ça lui servira de lettre de naturalité. Ça sera mieux, dit-il, qu'une lettre de naturalité, parce que ça sera une inclusion par la socialisation. Alors, en gros, c'est ça. Si vous êtes socialisé dans un lieu, qu'on vous connaît, que vous travaillez là, que vous avez vos enfants qui vont se marier avec d'autres enfants du village, etc., voilà, vous êtes naturalisé de fait par cette socialité. Donc ça, c'est un écart assez intéressant et réfléchi, c'est réflexif pour les révolutionnaires. Voilà. Après, il y a toute la question de considérer l'autre comme appartenant à un peuple, et donc qui va avoir à être responsable. On revient sur la question de la responsabilité du souverain. Si le peuple est le souverain, alors il y a quelque chose qui se joue de la situation qu'on occupe et qu'est-ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite être étranger? Est-ce qu'on souhaite devenir citoyen français? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ça pose la question d'un lien très fort entre les droits qui humanisent, qui sont les droits d'être un être politique, et la place qu'on occupe dans le monde. Alors qu'auparavant, on était effectivement l'élément d'un troupeau, et qu'on soit français ou étranger. Et là, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va penser, dans la période révolutionnaire, la possibilité de la double nationalité. Et donc, il y a des débats très importants pour savoir si on peut considérer que quelqu'un peut être dans une double nationalité, non pas comme on accumule des médailles, mais en tant qu'est-ce qu'on peut être responsable de deux peuples en même temps. Et si ces peuples se font la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il y a une réflexion très, très forte sur ces choses-là, qui permettent de penser les limites entre peuples, sachant que chaque peuple souverain qui respecte le droit naturel, c'est-à-dire la déclaration des droits, etc., est supposé être dans des relations réciproques. Donc, en gros, il faut choisir où on est situé, et je trouve que c'est aussi un gain, c'est un gain très important par rapport à l'Ancien Régime. Après, sur la question coloniale, le lobby colonial est un lobby contre-révolutionnaire, d'emblée. Le roi, en 1789, n'est pas contre-révolutionnaire. Il a besoin de trouver des solutions. Donc quand le lobby colonial blanc réclame à être représenté à l'Assemblée des États généraux, ils disent non, vous n'êtes pas voué à avoir des députés parce que vous n'êtes ni un pays d'État ni un pays d'élection, vous êtes un bien du royaume. Voilà, c'est une polémique. Et donc, ils ne sont pas acceptés, et ils ne sont pas acceptés alors qu'on sait pertinemment
qu'il mène une politique de discrimination à l'égard des libres de couleur depuis une vingtaine d'années, au moment du début de la Révolution, et où il y a eu toute une série de troubles dans les colonies du fait de l'idéologie des Blancs et des néo-Blancs. Les néo-Blancs, c'est des gens qui sont métis, mais qui choisissent de se marier sur plusieurs générations à nouveau avec des Blancs, de manière à être dans la logique du blanchiment de la race. Ce blanchiment de la race, quelqu'un comme Moreau de Saint-Méry en fait une théorie extrêmement forte qui va inventer, je crois, 108 catégories pour décrire les degrés de métissage. Et c'est eux qui vont porter de manière extrême l'idéologie que seuls les Blancs peuvent être libres. Donc il y a des enjeux qui sont connus par le roi, qui essayent de limiter les choses en disant non, vous n'êtes pas représentés. Mais dans le contexte de transformation des États généraux en Assemblée nationale constituante, il y a une espèce de transformation des règles du jeu. Donc à ce moment-là, il va y avoir un combat très âpre entre les Blancs et les libres de couleur qui se sont réfugiés dans la métropole pour être tranquilles et qui mènent un combat pour pouvoir récupérer leurs droits dans les colonies et qui vont être en opposition pour obtenir d'être des représentants de Saint-Domingue, parce qu'il s'agit essentiellement de Saint-Domingue. Et dans le contexte de l'Assemblée nationale constituante, il va y avoir un soutien par les plus radicaux de cette Assemblée nationale constituante, Grégoire, Robespierre, mais aussi Mirabeau, du côté des libres de couleur, et un soutien du lobby colonial, du côté de tous les réactionnaires, donc tous ceux qui sont pour l'ancien régime, pour les monarchiens également, et puis ceux qui appartiennent du point de vue de la bourgeoisie au lobby colonial. Donc une partie des gens issus de Grenoble, des gens comme Barnave, enfin, il y a un lobby qui est très fort. Voilà. Du coup, il y a une question coloniale qui est une question en soi, qui n'est pas exactement superposable à la question des étrangers, mais qui est la question racialiste. C'est-à-dire de savoir si oui ou non tous les hommes sont égaux, quelle que soit la manière et le lieu où ils naissent. Et c'est pour ça que dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est pas les hommes sont libres et égaux en droit, c'est les hommes naissent et demeurent. Le seul endroit où on ne naissait pas libre et où on ne demeurait pas libre, c'était sur une plantation. On pouvait affirmer qu'un enfant naissait esclave. Et donc cet article 1, il n'est pas du tout abstrait, il est en direction de l'esclavagisme et il est en direction de la société d'ordre. Donc on ne naît pas noble, on ne naît pas esclave. Donc c'est une question qui est quasiment, je dirais, plus cruciale encore que celle de l'étranger. Moi, je suis très heureux d'être ici pour pouvoir en débattre avec vous parce que j'ai beaucoup de désaccords et pouvoir le faire avec quelqu'un de votre calibre, c'est vraiment super, donc j'en profite, désolé. Mais je vous en prie. Mon plus gros désaccord, en fait, c'est avec la question des migrants. Je voudrais juste d'abord savoir, est-ce que vous êtes déjà allé dans un camp de migrants? Est-ce que vous êtes déjà allé vers les voir? Je ne suis pas allée à Calais, ça va peut-être venir, mais en ce qui concerne le lycée Jean Carré et la place de la République, oui, j'y étais lundi, j'ai même attrapé froid. Mais on n'était pas nombreux, hein. Je pense que si on était 250, c'est un grand maximum. Et j'avais une amie avec moi qui travaille à la fois au GISTI, à Migre Europe, et elle allait le soir à un spectacle, et elle m'a dit qu'il y avait plus de monde sur les marches du théâtre. Alors, moi je suis gendarme dans la réserve de la Mobile et il y a beaucoup d'escadrons de gendarmerie qui sont envoyés à Calais pour essayer de maintenir l'ordre avec les migrants. Et je ne sais pas si c'est juste à Calais qu'il y a ça, un petit paquet de résistants qui s'amusent à faire n'importe quoi, mais à Calais, moi j'ai vu des gens jeter de la nourriture. Des migrants jeter leur nourriture parce qu'elle ne leur convenait pas, caillasser des trains, des bus, insulter les passants. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que quand vous avez dit qu'il fallait adopter
la Constitution française et l'aimer. Mais quand on est justement comme ces gens, qu'on vient d'un autre pays et qu'on veut essayer de s'intégrer, pas de souci, c'est totalement normal, il faut leur accorder l'asile. Mais il faut que d'un autre côté, eux, ne soient pas aussi violents envers nous, parce que les camionneurs dans le sud qui sont agressés et qui se font menacer de mort, enfin, c'est sur les routes parce qu'il y a des bouchons, les migrants ils entrent, ils fracassent leurs portes, c'est une réalité, c'est pas que de la fiction. C'est quelque chose qui est beaucoup arrivé à France. Alors, moi j'ai pas de... Vous l'avez dit, il faut être amoureux quand même. Non, c'est pas juste ça. Là, ce que vous décrivez, c'est une violence dont il faut faire la généalogie. En fait, la situation qu'elle est, c'est la situation de gens qui ne veulent pas être en France. C'est des gens qui veulent passer en Angleterre, qui sont retenus là. Il y a eu un accord. L'Angleterre n'est pas dans les mêmes règles de droit que le reste de l'Europe. Comme vous savez, il y a un accord au Touquet, il n'y a pas très longtemps. Hein, et donc, il y a quelque chose où il y a une responsabilité forte. Et les individus, ils ont traversé des choses peut-être inimaginables pour nous, même si on nous en a fait le récit. Et donc, ils ont risqué, comme on dit dans les grands récits épiques, 1000 fois la mort. Et ils sont là coincés à Calais. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison de caillasser, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose du non-sens qui peut produire ce genre de geste. Après, ce non-sens, pourquoi on fait la police en France de l'Angleterre, hein? Pourquoi on ne les laisse pas partir? C'est l'Angleterre qui aurait Calais. Pourquoi c'est à Calais? Moi, je me pose la question tous les jours. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cirque de faire la police pour l'Angleterre? Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais comprendre pourquoi on décide cet accord au Touquet. Je trouve ça affreux. Pourquoi on a la responsabilité de faire la police pour un pays qui refuse d'être réellement dans cette responsabilité collective et réciproque et qui n'est pas glorieuse tous les jours, loin de là, mais qui est collective et réciproque, et on fait la police pour eux. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Et ces gens qui sont là, pourquoi ils veulent aller en Angleterre? Pour des raisons, pour certaines qui sont sans doute très mauvaises et pour d'autres qui sont très banales. Il se trouve qu'il y a des noyaux de migrants des pays d'où ils viennent qui sont à Londres, qui sont installés là, et donc il y a du regroupement. Voilà. Bon, face à des questions comme ça, je pense qu'on prend les choses par le mauvais bout. Voilà. Après, je ne vous dis pas que vous, dans votre position, vous n'êtes pas exposé, vous êtes super exposé, mais vous êtes exposé à cause des accords du Touquet, à cause de cette position extraterritoriale dans le territoire, etc. Et donc, ce qui est illégitime, c'est qu'on vous expose, vous, sans qu'on ait débattu. Vous avez eu des débats publics dans les journaux sur le Touquet? Rien, franchement. Moi, je suis au courant par Migre Europe, pas par le journal. Les gens savent ce que c'est Frontex? Non. Ils ne savent pas ce que c'est Frontex. On fait un petit journal pour essayer de relier des choses, etc. Il était le premier sur la question des étrangers. On l'a amené à la manifestation qui a eu lieu en septembre à la République. La plupart des gens ne savaient pas ce qu'était Frontex, donc ils étaient contents de lire un article de Claire Rodier sur Frontex. Claire Rodier, c'est la présidente du JCI et c'est quelqu'un qui travaille sur ces questions-là depuis très longtemps, qui a écrit des livres, qui est aussi universitaire. Bon, voilà, il y a des gens qui bossent dessus, etc. Ça n'est pas dans la presse. Il y a des gens qui peuvent croire que Frontex sauve les gens en Méditerranée. C'est pas sa fonction. C'est une armée. C'est une armée, Frontex. Voilà. Donc il y a quelque chose, c'est injuste que les policiers ou gendarmes soient exposés à la place en un lieu où ils ne devraient pas l'être, d'autant qu'il n'y a pas eu de débat public pour s'autoriser à faire un tel usage de ce corps constitué, qui est un corps constitué important en République. Bon. Donc après, le phénomène que vous décrivez, c'est comment, à un moment donné, la tyrannie, parce que moi je pense qu'on est en tyrannie, hein, je ne pense pas qu'on soit dans un moment de grande démocratie dans ce pays. Bon, j'utilise le mot du XVIIIe siècle, comme ça ne fait pas... Voilà. Il y a des gens qui parlent de post-démocratie, il y a des gens qui parlent d'exception, enfin, il y a différents vocabulaires, mettons tyrannie. Dans les moments tyranniques, les membres, comment formuler ça? Que ça soit en Égypte, que ça soit en France au XVIIIe siècle,
les membres des gardes, ce qu'on appelle les gardes françaises à Paris au XVIIIe siècle, c'est des gens du peuple qui sont employés dans une armée qui est là pour garder. Donc c'est la police du roi et de la ville. Mais ces gardes françaises jouent un rôle déterminant parce qu'elles en ont ras-le-bol d'être utilisées à ce qui ne devrait pas. Elles ne veulent pas réprimer, parce qu'il y a des morts quand même dans la pré-révolution, il y a beaucoup de morts. Les meutes rébellions, c'est des centaines de morts. Donc c'est des centaines de morts parce qu'on a demandé aux gens de tirer. Et donc les gardes françaises, ils ont tiré pour les meutes rébellions. C'est pas un mystère, mais ils se sont dit pas 2 fois. Voilà, on nous a demandé 5 fois, on ne refera pas 2. Donc le 13 juillet, c'est qui ouvre les armureries? C'est pas le pillage des armureries par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que ceux qui les gardent sont d'accord avec les révolutionnaires. Donc il se passe quelque chose à cet endroit crucial. C'est un endroit crucial. Mais je ne suis pas sûre que ça soit le bon bout de ne pas chercher à comprendre quelle est la généalogie de cette barbarisation après ce qu'ils ont traversé. Voilà. Et en plus, l'Europe avait délégué à la Libye des camps qui sont atroces. Voilà, c'est-à-dire que les gens qui partaient et qui se retrouvaient dans un camp en Libye, mais c'était monstrueux. Donc, et l'Italie et la France, pendant des années, étaient d'accord pour que Frontex, ça soit là, en Libye. Donc, ces gens, ils ont vécu des choses voilà, qui peuvent effectivement produire certains gestes inconsidérés. Oui, j'aimerais revenir un peu sur Saint-Domingue, comme vous parliez tout à l'heure, justement à propos de l'altérité du sens de l'étranger au moment de la Révolution française à Saint-Domingue. Je pense que par rapport aux esclaves, le sens de l'étranger, le mot ne se posait même pas, vu que l'esclave était un bien meuble. Donc il n'était même pas question d'individu. Ceci dit, les troubles qui sont arrivés très tôt à Saint-Domingue sont... On peut dire qu'Haïti est la fille de la Révolution française, mais par d'autres chemins très détournés. Ce que voulaient avant tout les Blancs et ce qu'on appelait pudiquement à l'époque les gens de couleur, on parlait des métis, sans parler des libres de couleur qui étaient encore différents. Ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir commercer tranquillement avec les États-Unis, avec les Amériques, et ne plus échapper au monopole de la métropole. C'est tout ce qu'ils voulaient. C'était avant tout quelque chose de commercial et ils voulaient leur indépendance. Mais l'indépendance des Blancs et l'indépendance du système de plantation. Et on peut rappeler aussi que ce système de plantation, c'est quand même, moi je pense que c'est l'archétype du système capitaliste. L'esclave s'est transformé en salarié par la suite. Et on peut vraiment... il faut quand même rappeler qu'au niveau économique, Saint-Domingue rapportait 20% du commerce français à l'époque, au XVIIIe siècle. Alors, je pense que c'est une vision partielle. C'est une vision partielle parce que les plantations n'appartenaient pas qu'à des blancs. Elles appartenaient aussi à des libres de couleur. Et donc la question, c'est pas un monopole blanc. Voilà. Et que dans le contexte pré-révolutionnaire, si. J'ai parlé du monopole de la plantation. Non, vous avez parlé des peuples. Sincèrement. Non, si on est d'accord, tant mieux, on ne va pas débattre de ce que vous avez dit, voilà, on dit ce qu'on peut. Voilà, peu importe. Donc, mais par contre, ils sont expropriés. C'est-à-dire les libres de couleur sont expropriés par les blancs et les néo-blancs les 20 ans qui précèdent la Révolution. Julien Raymond, c'est une invention. Les libres de couleur possèdent à peu près 20% des esclaves. Mais ça ne les empêche pas d'être expropriés, mais pas expropriés au sens juridique, ils sont expropriés parce qu'ils sont tellement maltraités par les blancs. Pas d'existence politique au sens grec du terme dans la commune. Non, s'ils sont libres, ils ont vraiment une existence politique. C'est pour ça qu'ils se réfugient en métropole. Je suis désolée, mais là, pour le coup, il y a un problème de... pour le coup, il y a un enjeu sur qui possède les propriétés et comment c'est possible de se maintenir au pain quand on n'est pas blanc dans la période qui précède la Révolution française. Et en l'occurrence, il y avait des nobles de couleur.
Bon, ces nobles de couleur se réfugient en France tellement ils sont discriminés parce qu'ils ne veulent plus laisser grandir leurs enfants dans un contexte si négatif pour eux. Et donc il y a quelque chose qui se joue vraiment d'une manière importante. Et c'est ça que j'appelle la discrimination. Non, non, ils sont expropriés de fait puisqu'ils ne peuvent plus être sur place. Mais c'est pas politique, c'est aussi concret. Si on n'y est plus, c'est plus vous qui exercez le pouvoir. C'est plus exploité. Mais bien sûr, il y a des enjeux d'argent, évidemment. Enfin, quand même. Monsieur. J'avais 3 petites questions historiques et une dernière politique. Enfin, non pas que ce soit historique, mais ce soit pas politique inversement. Dans votre exposé, vous avez dit qu'il y a un certain nombre d'étrangers qui a été mis en prison au moment du gouvernement révolutionnaire. Je voulais savoir un peu le nombre, peut-être pas plus plus en termes de ratio, c'est-à-dire le nombre d'étrangers en prison par rapport au nombre d'étrangers peut-être à ce moment-là. Normalement, vous avez également évoqué la question quand vous avez dit rapidement la question de la nationalité vient en 1797. J'avoue que vous revenez dessus. J'avoue que ça m'a un peu échappé parce que il me semblait qu'il y avait quand même des débats sur le rapport à la nation et également un territoire vécu, habité et puis socialisé. J'aurais également voulu vous revenir du coup sur le corps du service. Ça m'intéresse particulièrement. Et puis la question plus politique, et plus actuelle du coup, quoique, c'est le fait que du coup la question de l'étranger pose la question de la souveraineté. Et il me semble que si le rapport à l'étranger à l'autre cristallise autant de tensions aujourd'hui, c'est parce que on a une perte de souveraineté justement. Or, quand on défend la souveraineté aujourd'hui dans le débat public, qu'on soit militant politique ou non, on est régulièrement assimilé à amalgamer à des partis d'extrême droite. Et j'aimerais savoir comment penser et dépasser cette contradiction, c'est-à-dire le rapport à l'internationalisme et le rapport à une souveraineté qui soit nationale et populaire. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Vous allez m'aider si j'oublie des morceaux, c'est pas grave. La première, c'est une question historique, mais je ne peux pas vous répondre vraiment parce qu'on n'a pas les sources pour avoir ce ratio. Mais je peux vous dire qu'à Paris, il ne fait pas bon être étranger en 1793. Voilà. Il vaut mieux quand même être avec des liens très très forts pour ne pas être suspect. Voilà. Donc effectivement, ils sont suspects et donc ils sont beaucoup emprisonnés. Voilà. Après, dans l'espace public français en général, je pense que c'est beaucoup moins le cas, parce que justement les relations de proximité font qu'il y a quelque chose qui se simplifie et qu'on n'est pas dans la question des factions politiques comme à Paris. Parce qu'on accuse les étrangers d'être des grandes figures des factions de la période de la terreur, et c'est pour ça qu'on parle des factions de l'étranger, qui seraient peuplées d'étrangers et manipulées par les puissances étrangères. Donc il y a quelque chose qui est très rude, hein, qui est très violent dans la période du gouvernement révolutionnaire. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'était sur la nationalité, c'est ça? Alors, la question de la nationalité, c'est le mot qui surgit en 1797 et qui va prendre une teneur d'adéquation entre nationalité et citoyenneté. Alors qu'avec la notion de patriotes étrangers, on pouvait tout à fait être citoyen et étranger. Citoyen en France, participer de toutes les institutions politiques de l'espace public démocratique, tout en étant étranger. Et donc, après, on pouvait demander le titre de citoyen français. Mais ce qui changeait, c'était le français. C'est-à-dire qu'on choisissait d'inscrire sa destinée dans ce pays-là, parce qu'on l'aimait, parce qu'on était là depuis longtemps et qu'on souhaitait continuer, enfin bon, toutes sortes de choses qui faisaient qu'en fait, il y avait quelque chose d'assez labile, et donc on pensait la citoyenneté détachée de la nationalité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que la citoyenneté, on n'a pas besoin d'être français pour être citoyen ici. Les manifestations de réfugiés, c'est de la politique, c'est de la citoyenneté, en acte. Et donc la citoyenneté en acte était vraiment pensée sans cette adéquation parfaite avec la nationalité. Voilà. D'où la possibilité de penser la double nationalité, de penser les problèmes de multilinguisme, etc. Voilà.
Après, la question, celle que j'ai retenue, c'était plus politique, sur comment pouvoir défendre un rapport à la souveraineté et à la nation qui ne soit pas taxé d'extrême droite. C'est bien ça. Alors, la difficulté, c'est que moi je vous ai parlé de la naissance de tout ça. Dans la naissance de tout ça, moi je me souviens au moment où je travaillais sur cet objet de manière assidue, j'avais donc découvert que l'étranger politique, quand je vous ai parlé du roi tout à l'heure, celui qui trahit le droit, qui trahit ses serments, qui ne respecte pas le contrat, et celui qui ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc qui considère qu'il y a des hiérarchies, en fait, qu'il y a des hiérarchies entre les hommes, que toutes les races ne se valent pas, que quand même la noblesse c'est quelque chose. Enfin voilà, il y a toutes sortes de manières de ne pas respecter ces conceptions révolutionnaires. Et la sensation que j'avais à ce moment-là, c'était que ceux qui défendaient les logiques du Front National, qui sont quand même des logiques xénophobes, et aujourd'hui elles sont déracialisées un peu, enfin c'était en 1995, c'était encore très très racialisé, hein. Il n'y avait pas eu tout le discours pour nettoyer de ce racialisme de l'extrême droite. Et donc j'en étais arrivée à me dire, mais finalement celui qui aurait été considéré comme le plus étranger, c'était effectivement le président du Front National. Et donc ça suppose de déplacer les catégories. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça suppose aussi de re-questionner la responsabilité qu'on a à l'égard de son propre peuple, non pas dans un rapport à l'identité, parce que ça supposerait que ce soit figé pour l'éternité, donc le national, ça serait quelque chose qui pourrait être décrit dans des caractéristiques immuables, mais d'affirmer que la souveraineté nationale ou populaire, c'est la possibilité d'un mode de subjectivation politique qui suppose le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Déclaration 46, de la Déclaration de la Charte de 2004, etc. Qui ne sont pas respectés du tout. Hein. L'article 7 de la Charte de 2004, s'il avait été respecté, on n'en serait pas arrivé aux extrémités de Sivens. Bon. Donc il y a des choses qui sont aujourd'hui inscrites dans les fondamentaux de notre droit constitutionnel et qui ne sont jamais respectées. La subjectivation politique de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale, c'est quand c'est pas respecté, c'est d'être un veilleur qui dispose, toujours grâce à la Déclaration de 89, du droit de résistance à l'oppression. Et qui doit, pour reprendre l'expression de Robespierre, inventer ces formes, puisqu'il affirme que vouloir assujettir la résistance à l'oppression à des formes préétablies est le dernier raffinement de la tyrannie. Ça veut dire qu'on a la responsabilité d'inventer nos formes de résistance. Et je maintiens qu'on est responsable de la situation de ce pays. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que c'est la faute des... etc. Non, si on est réellement dans un pays démocratique, et avec l'inclusion de la question des rapports de classe, eh bien, on est responsable, quelle que soit la classe à laquelle on appartienne. Je veux dire, on est responsable, et d'ailleurs, on a pris pour un certain nombre de responsabilités à différentes reprises. C'est un moment de grande turbulence de 1992 à aujourd'hui. Et le mouvement social n'a pas cessé d'être dans la rue sur des questions très importantes, y compris celle des étrangers en 97, celle des retraites en 95 et de la SNCF. Les retraites, ça n'a jamais cessé. C'est une série, à part le CPE, de défaites. Mais il faut questionner pourquoi c'est une défaite. Quelles sont les défaites? Est-ce que c'est la défaite du mouvement? Est-ce que c'est la défaite de nos institutions? Est-ce que les syndicats, est-ce que les partis sont à réformer, à réinventer? Est-ce qu'il faut travailler autrement? Est-ce qu'il faut clore ce XXe siècle des partis? La forme parti, c'est pas une forme, c'est une forme historique, elle n'est pas obligée d'être immuable. Donc on a la responsabilité, on est dos au mur, on doit inventer. Et donc la forme que prendra la souveraineté populaire ne peut pas être une forme identitaire. Mais on ne sait pas encore quelle forme elle va prendre. C'est la seule chose que je peux dire. Vous avez répondu. Plus de questions? Plus de remarques? Eh bien, écoutez, merci à vous. À la prochaine séance.